Déjà, on fête nos 10 ans, on se pose des questions sur les 10 prochaines années. Est-ce qu'elles vont être aussi difficiles que les 10 dernières? Ce qu'on a fait en 10 ans, on ne pensait pas avec Laurent le faire en 10 ans, on pensait le faire en moins. Évidemment, la crise a été là. Hein. Notre métier a vraiment changé. Le vôtre aussi, vous le constatez tous les jours dans des sujets qui n'existaient pas il y a 10 ans. Donc pour ce qui nous concerne, et ça se rejoint avec le vôtre, évidemment, on doit se dire qu'est-ce qui va se passer sur les 10 prochaines années. Donc on a quelques idées, convictions fortes sur ce qui va se passer. Première idée, gestion active, gestion passive. Vous connaissez ce débat-là. Est-ce qu'il y a encore des gestions actives? Est-ce que ça a de l'intérêt, la gestion active? Est-ce que la gestion active bat les indices? On vous raconte tout et n'importe quoi. On nous raconte que la gestion active ne bat pas les indices. C'est faux, la gestion active bat les indices. On vous raconte que le point de salut en dehors de la gestion passive. C'est complètement faux. Donc ces éléments-là sont très importants. La gestion active devient, par contre, de plus en plus minoritaire. La gestion active devient une gestion de petites boutiques. Dans les grandes maisons, vous ne trouverez plus de gestion active. Donc de fait, les encours, majoritairement aujourd'hui, sont gérés de manière passive. Donc il faut aller chercher des gérants qui vont aller faire un vrai travail et qui font de la gestion active. Notre conviction, c'est qu'il y en aura. Ce sera les boutiques, ce ne sera pas des grosses maisons, mais ils vont réussir à faire de la valeur ajoutée. Nous, on se compare régulièrement à un univers de gérants actifs. 8 années sur 10, cet univers bat les indices. Bon, bien sûr, c'est pas tous les ans, mais 8 années sur 10, on bat les indices. Donc, nous sommes positionnés clairement dans cette voie-là. C'est notre conviction fondamentale. Il y a de la place pour une gestion active à côté de la masse générale du marché. Deuxième idée, l'analyse financière. Alors, c'est un sujet qui nous concerne, nous, en tant que gérants, parce que c'est la manière dont on fabrique notre gestion. On fabrique notre gestion, pour ce qui nous concerne, gérant actif, avec de l'analyse financière. L'analyse financière, c'est un métier qui souffre beaucoup. En France, il y a 1000 analyses financières référencées à l'Association française d'analyse financière. C'est une population en voie de, pas d'extinction, mais en voie de paupérisation. Donc la qualité de l'analyse financière est en train de baisser. Pourquoi? Parce qu'elle est concurrencée, parce qu'elle est dans un univers où les prix sont à la baisse, parce qu'elle est orientée vers une vision d'analyse de court terme, et donc elle est en train de perdre de sa valeur. L'analyse financière qui existe chez tous les grands brokers, Société Générale, Exane, que vous connaissez, les grandes banques internationales, elle est en train de perdre de sa valeur. La qualité des travaux est en train de diminuer. C'est déjà le cas depuis 10 ans. Alors, les volumes qui nourrissent l'analyse financière ont baissé. Les tarifs qui nourrissent l'analyse financière ont baissé. Par définition, ça s'appelle la paupérisation. La seule solution pour nous, qui sommes des consommateurs d'analyse financière, c'est de l'intégrer de plus en plus dans nos métiers. Et c'est ce que nous faisons. Nous sommes prêts à le faire encore davantage. Et vous verrez tous les travaux de recherche que nous faisons nous-mêmes. Vous le verrez sur l'immobilier, vous le verrez sur les actions, où on se distingue de plus en plus sur ces sujets-là. Vous connaissez notre bouquin annuel que l'on appelle Rapport de gestion, qui est une signature très forte et unique de notre gestion. Et vous verrez dedans des réflexions d'analyse financière très approfondies. Vous verrez la documentation de nos choix de gestion. Et ça, c'est quelque chose de rare et de plus en plus rare dans notre métier. Ça, c'est la deuxième grande idée. Troisième idée, merci Valérie. Voilà, le reporting a plus que jamais sa place. Je parlais de notre bouquin annuel, qui est là pour ceux qui ne le connaissent pas. Évidemment, la transparence, l'information, la disponibilité, au-delà des obligations réglementaires, c'est une nécessité. Voilà. Et donc, pour ce qui nous concerne, l'intégralité de notre portefeuille est disponible, l'intégralité des mouvements d'achat-vente de titres est disponible, l'intégralité des choix de gestion est disponible dans les échanges que vous pouvez avoir avec l'équipe commerciale, avec Laurent et moi. Aujourd'hui, de manière exceptionnelle, parce qu'on a essayé d'être là tous les deux, mais on est disponible en permanence au téléphone. Je vois Laurent qui régulièrement nous appelle, etc. Notre secret de fabrication, ce n'est pas notre portefeuille. Notre secret de fabrication, c'est comment on travaille, comment on raisonne, comment on réagit dans un mouvement de marché. C'est ça notre histoire, c'est ça notre méthode. Et dernier point, vous êtes également submergé par le contrôle, n'est-ce pas? Les obligations réglementaires.
Bon, nous aussi, lorsqu'on a créé la société, on faisait le contrôle avec Laurent quelques jours par mois. Aujourd'hui, on a 3 personnes qui font du contrôle sur une équipe de 11, c'est quand même pas mal. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'inflation. Et de l'autre côté, on va nous dire que notre métier est concurrentiel, il faut baisser les frais et que la tarification est trop élevée. Voilà. Donc les évolutions sont fortes, le contrôle en fait partie, mais il ne faut pas le prendre toujours de manière négative. Pour ce qui nous concerne, le contrôle, c'est aussi une sécurité dans notre fonctionnement. C'est un confort de gestion. On sait que nos opérations sont contrôlées, on sait que nos opérations sont surveillées, on sait que voilà, ça c'est une sécurité pour tout le monde. C'est la ceinture de sécurité de notre métier et il faut le prendre dans ce sens-là. Voilà. Ces 4 convictions, je pense que petite boutique nous sommes, petite boutique, moyenne boutique nous sommes, nous allons le rester. Ces éléments-là, ces 4 éléments vont être déterminants pour les sociétés dans les 10 prochaines années, qui font ce métier pour les 10 prochaines années. Certaines ne sont pas prêtes à ça. Certaines vont rater les évolutions qui sont majeures. Et ces 4, à notre avis, en font partie. J'en ai terminé sur la projection à 10 ans. On va peut-être se projeter un peu plus proche pour se dire qu'est-ce qu'on fait, comment on fonctionne. Donc, je vais vous décrire il y a 2 éléments, je pense, dans le propos. D'abord, comment on travaille. Pour essayer de vous faire comprendre notre manière de faire, notre manière de voir, de faire les choses. Et deuxièmement, on pourra parler de choix que l'on a fait assez forts en termes de gestion et échanger avec vous sur nos convictions sur des secteurs, des valeurs, des choix forts qui concernent notre gestion. Donc, comment on travaille? On est multicap, donc il n'y a pas de distinction grande, petite cap. On est valeur française à 80%, 20% hors France. Et nos grandes idées de gestion se résument à 2 grands principes. D'abord, on est obsédé par la valorisation. On est très attentif à la valorisation des titres que l'on achète. Et je pense que c'est une clé dans notre gestion. Notre sécurité fondamentale, c'est d'essayer d'acheter pas cher. Et donc on a une discipline renouvelée en permanence. On peut vite être tenté d'acheter des choses trop chères. Parce qu'une belle entreprise, très chère, c'est quand même sympathique, mais c'est très cher. Voilà. Donc valorisation, c'est un critère central de protection de nos portefeuilles dans nos choix de gestion. Et je pense que nous sommes performants sur notre capacité à acheter pas cher. Après, il faut être aussi performant sur ce thème-là pour vendre cher. Donc pour un moment ou un autre, une entreprise qui marche bien, et de se dire, je sors, c'est trop cher, je sors. C'est plus difficile. C'est un vrai sujet de gérant. Vendre quand c'est très cher. Quand l'entreprise marche bien, tout le monde l'adore, etc. Okay. Et deuxième sujet donc, fondamental de notre travail, c'est l'analyse financière, c'est-à-dire l'analyse sectorielle. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas acheter une entreprise sans avoir une conviction forte sur son secteur, sur son évolution, sur ses risques majeurs. Ce n'est pas le tout de dire j'achète la meilleure entreprise, mais si les sous-jacents en termes de risques sont élevés, c'est la catastrophe. Donc l'analyse des risques est indispensable à chaque fois qu'on regarde un secteur, une entreprise. Et nous le faisons pourquoi? Parce que ça nous concerne tous, comme on le vit tous les jours. Je dirais, le rythme d'évolution sectorielle de notre économie s'accélère considérablement. Et cette accélération concerne tous les secteurs d'activité. Vous avez des secteurs d'activité aujourd'hui qui sont en pleine révolution, et on peut se poser la question, ces secteurs, dans 5 ans, où seront-ils? Et d'ailleurs, on a une tendance à avoir la mémoire courte, parce que on peut regarder des entreprises aujourd'hui qui sont dans une situation parfois difficile, et qui, il y a 5 ans, étaient les vedettes de la cote, étaient des entreprises adorées et encensées par tous. Et aujourd'hui, on a un peu oublié, mais on a tendance à dire ces boîtes, elles sont dans une situation difficile. Je citerai volontiers quelques-unes. Je citerai Carrefour, la distribution alimentaire. Carrefour, je ne sais pas si vous avez en tête, mais Carrefour, il y a 5 ans ou il y a 10 ans, c'était une des plus belles valeurs du CAC 40. Aujourd'hui, Carrefour, c'est 20 milliards d'euros de capi. La plus grosse capi boursière de la cote, c'est LVMH. Si vous avez en tête la capi de LVMH, c'est 140 milliards. Carrefour 20, LVMH 140. Vous voyez
Et alors qu'il y a 10 ans, Carrefour était un symbole de la cote, une réussite extraordinaire. On peut citer les sociétés qui fabriquent de l'électricité, ce qu'on appelle les utilities électriques, les EDF, les Engie. Aujourd'hui, ils sont dans une situation, une remise en cause fondamentale de leur métier. Il y a 10 ans, c'était les vedettes de la cote. C'était les plus grosses entreprises françaises, c'était des conglomérats multi-activités même. Aujourd'hui, c'est fini. Et on peut continuer comme ça. Vous voulez que je vous parle, je sais pas, de la pharmacie, Sanofi. Sanofi, aujourd'hui, il y a encore 3 ans, c'était la plus grosse capille de la cote, avec Total. Ils étaient tous les deux à une centaine de milliards. Aujourd'hui, Sanofi, 60 milliards de capille. Est-ce que c'est fini? Personnellement, je ne pense pas. Je pense que ça va continuer. Tout ça pour illustrer les évolutions fondamentales de notre économie. Alors c'est quoi? Aujourd'hui, tout ça s'accélère. Ça s'accélère avec l'économie numérique. L'économie numérique, l'électrification, l'intelligence artificielle, etc. est en train de révolutionner tous les métiers. Que ce soit les métiers industriels, mais également les métiers de service, nos métiers de gestion, nos métiers financiers. La banque est en train d'être révolutionnée. Donc tous les métiers sont concernés par une révolution. Les médias, les agences de com, le téléphone, vous savez comme moi, le téléphone, c'est du fil de cuivre et aujourd'hui c'est fini, c'est la fibre. On est en train de révolutionner tout ça. Dans 5 ans, beaucoup d'entreprises vedettes aujourd'hui seront dans des situations difficiles. Et sur ça, il ne faut pas se tromper, gestionnaire, il ne faut pas se tromper. C'est pas parce que j'ai la meilleure entreprise, le meilleur bilan, le dirigeant que j'adore et les meilleurs produits que dans 5 ans, cette boîte existera encore. C'est ça mon propos. Et donc la nécessité, la conclusion de ça, c'est regardons bien les secteurs. Ne nous trompons pas sur les secteurs, sur les évolutions fondamentales. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous essayons de faire pour essayer de ne pas se faire piéger par ces évolutions qui sont nombreuses, généralisées et en accélération significative. Regardez, il y a quelques temps, je prendrai simplement la télévision, d'accord, TF1, d'accord, TF1 aujourd'hui c'est quoi? TF1, on se demande si ça existe encore. Le canal 1 de l'Hertzien, est-ce que ça existe encore? Est-ce que ça a du sens encore? Donc tout ça, c'est vraiment très important et on n'en a pas toujours conscience dans la vie de tous les jours. Et pourtant, on le vit individuellement chacun. Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Pas de cash, pas de couverture, et on n'est pas indiciaire. Donc ça, cash couverture, c'est votre métier. Vous êtes investi sur les actions, vous venez de chez nous, vous voulez sortir des actions, vous sortez de chez nous. Nous, on n'est pas une allocation, on n'est pas allocataire d'actifs. Ce n'est pas notre métier. Sur ces idées d'investissement sectoriel, donc on vous livre ici quelques-uns des travaux d'analyse financière importants que l'on a menés nous pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, illustration, 2014, on a beaucoup travaillé sur le pétrole. Qu'est-ce qui se passe sur le marché du pétrole? Comment fonctionne le marché du pétrole? Vous verrez dans nos rapports annuels, il y a une année, je ne sais pas laquelle, il y a 10 pages sur le pétrole. Pourquoi? Donc c'est un secteur important qui vit aussi une révolution, une double révolution, la révolution de schiste, gaz dans un premier temps, pétrole de schiste aux États-Unis, qui vit aussi une révolution en concurrence de l'électrification générale des processus. Quelles conséquences sur le secteur? Donc très gros travail sur le pétrole. On peut en reparler, on a nous beaucoup étudié le sujet, on a une opinion aussi aujourd'hui assez forte sur ce qui se passe, sur ce qui va se passer et sur ce qu'il faut faire en tant qu'investisseur. Voilà. Après, on s'était intéressé au secteur des produits de grande consommation. 2015. On est sur ce sujet-là. 2015, assez peu de gens se posaient des questions de savoir ce qui se passait sur les produits de grande consommation. Aujourd'hui, le sujet devient à l'ordre du jour généralisé pour toutes les grandes sociétés de produits de grande consommation. C'est-à-dire les produits de grande consommation, les grandes marques emblématiques internationales. Vous connaissez les Coca, les Heinz, les Nestlé, etc. sont dans une situation difficile. Ils ne disent pas trop, mais quand on voit leurs résultats, quand on voit l'évolution de leur chiffre d'affaires, l'évolution de leur marge, par zone d'activité, par zone pays, la situation est difficile pour un certain nombre de raisons. En 2015, on a appuyé sur ce sujet-là, on a regardé en détail, on n'a pas investi 1 euro sur le secteur. Donc, parce que
un gérant, un analyste, il travaille, ça se traduit par des valeurs en portefeuille, ça peut se traduire aussi par je ne mets pas 1 euro dans ce secteur. C'était le cas sur les produits de grande conso. Je peux revenir dessus, vous trouverez pas mal de choses dans nos rapports, mais c'est un vrai sujet. Alors là, c'est un sujet qui nous touche tous en tant que consommateurs. Voilà, je passe et des meilleurs, mais vous voyez le genre de travaux qu'on peut faire qui sont très concrets. Hein. C'est comment le PIB est réparti, comment nous, consommateurs, où est-ce qu'on met notre consommation, produit de grande conso ou produit local? Téléphone cuivre fixe ou téléphone portable? Ou satellite? Ou fibre? D'accord? Donc, voilà, ça, c'est des sujets qui nous concernent, mais nous, on tire la ficelle dans le sens analyse financière du secteur, les grandes entreprises qui sont sur ce marché, est-ce qu'on peut y investir? Est-ce que ça a de l'intérêt pour nous, investisseurs, dans notre gestion? Voilà, alors, je termine sur les principes, et après, Valérie, tu reprends sur... Donc, on nous pose souvent la question, comment vous gérez? Quels sont vos grands principes? C'est quoi votre modèle? Bon, Valérie a cité une belle maison, on aime bien comme modèle. On est clients chez nous sur l'immobilier, donc ça nous fait plaisir, mais on peut se dire qu'est-ce que c'est que l'analyse financière, comment ça marche, et comment marche le marché boursier. Alors, le marché boursier, c'est devenu un marché fébrile. Vous savez comme moi, c'est devenu un marché qui réagit tout le temps. Bon, est-ce qu'il a raison? Est-ce que cette fébrilité a du sens? Est-ce que c'est concret ou est-ce que c'est une illusion? Dans la réalité des choses, il y a beaucoup de vent dans tout ça. La réalité des choses, elle est beaucoup plus simple que ça. Et donc je vous invite à regarder, Valérie, si tu es d'accord, c'est dans l'annexe, on a fait un petit graphique. Parce qu'on se dit, le marché bouge, il a baissé de 5%, il a baissé de 10%, c'est la fin du monde, les actions n'ont aucun intérêt. L'intérêt fondamental des actions, vas-y après. Voilà. Ça, c'est l'évolution de l'indice. La courbe qui est là, c'est l'indice. Et ça, c'est les résultats. On l'a mis où? Je ne sais pas. C'est les résultats. C'est le gris, voilà. C'est le 40. Ah oui, c'est coupé. Je ne peux pas manger sur l'écran, mais... Les bâtons, c'est les résultats du CAC 40 en masse, en milliards Voilà, d'euros. ça c'est des milliards, c'est le CAC 40. Merci Pierre. Donc ça veut dire quoi? Vous voyez quand même un lien assez fort entre évolution de l'indice, évolution des résultats. Donc, on peut extrapoler ça valeur par valeur, secteur par secteur. Ça, c'est l'évolution fondamentale des actions. C'est pas qu'est-ce qui se passe en Corée, chez Trump, et j'en passais des meilleurs, ou en Grèce. Non, l'évolution fondamentale des actions, c'est les résultats des entreprises. Est-ce que les résultats des entreprises progressent? Ok, à ce moment-là, les résultats doivent progresser. Est-ce que les résultats des entreprises régressent? À ce moment-là, les cours doivent baisser. Et entre-temps, la fébrilité, elle est permanente. La fébrilité, c'est, on vous a rappelé ici, les fois où le secteur a baissé d'une dizaine de pourcents pour des événements soi-disant majeurs, mais qui n'ont aucun effet sur les cours de bourse, fondamentaux. Alors, les événements en question, Brexit, voilà, on va vous dire Brexit, le marché baisse de 10%, sans raison, aucun effet sur les résultats des entreprises. On va vous dire la crise grecque, petit effet sur les entreprises, la crise européenne. On va vous dire l'histoire chinoise. Vous vous rappelez, 2016, premier semestre 2016, inquiétude généralisée sur les marchés, la Chine va s'effondrer, le modèle est mort, ils ne vont pas réussir à passer d'une économie d'exportation à une économie de consommation. Je ne sais pas si ça vous parle, le marché a été violemment à la baisse. Hein. On le met ici, voilà. 23%, c'est la fin du monde. Bon. Est-ce que ça a un effet? Deux remarques. On va rester sur ça. Est-ce que ça a un effet sur les résultats des entreprises? Bah écoutez, je suis entreprise multinationale du CAC 40, non, aucun effet. C'est là-bas en Chine. Et deux, quelle est la réalité? Je vais même au-delà.
Je conteste l'importance du raisonnement de l'époque qui consiste à dire c'est la fin du modèle chinois. On peut le contester. Et l'analyse financière, c'est ça. Je voudrais juste illustrer cet exemple-là pour vous dire la manière dont ce que doit être, à notre avis, l'analyse financière. C'est le graphique d'avant. Voilà, oui. On nous dit, la Chine, ça va mal, parce que le taux de croissance n'arrête pas de baisser. On était à 10% de croissance du PIB, et puis ça baisse. C'est pas bon. Raisonnement, baisse de la croissance. Vous allez pouvoir dire, baisse de la croissance. Qu'est-ce que ça veut dire, baisse de la croissance? C'est baisse du taux de croissance, c'est quoi? Baisse de la croissance. Bon, le taux de croissance, il baisse. Aujourd'hui, vous avez vu, alors l'échelle commence à 5, hein. On ne commence pas à 0. Hein. Donc on est à 6-7% de croissance du PIB. Donc on va nous dire, 6-7% de croissance du PIB, ça baisse chaque année, c'est moyen. La Chine, c'est plus le moteur du monde, etc. Nous, on peut vous dire, c'est n'importe quoi. Un raisonnement qui ne vaut rien, pour une raison simple. C'est le graphique qui est ici, qui montre la croissance du PIB chinois, non pas en taux, mais en milliards. D'accord? Et vous pouvez voir, chaque année, la croissance du PIB chinois, elle se maintient à un niveau très élevé, qui est quasiment le même, 500 milliards de dollars de croissance chaque année. D'accord? Titre d'illustration, le PIB France, on est à 2000 milliards. D'accord? Donc chaque année, alors ça c'est l'effet mathématique simple, le PIB augmente en montant. Et il augmente chaque année de 500 milliards. Par définition, le taux de croissance va baisser, puisque la base, le dénominateur augmente chaque année de 500 milliards. Mais la croissance elle-même, elle est toujours à un rythme aussi élevé, toujours à 500 milliards d'augmentation de la richesse chaque année. Vous êtes d'accord avec moi? Ce raisonnement-là, alors là il est extrême, parce qu'on a des chiffres élevés. Ce raisonnement-là, sur un taux de croissance de 6%, effectivement, c'est... Mais ce raisonnement-là, vous le retrouvez pour tous les raisonnements d'analyse financière de société. C'est-à-dire une société qui va annoncer une baisse de son taux de croissance, mais qui va avoir toujours une croissance positive. Le marché va la sanctionner en disant c'est la catastrophe, baisse du taux de croissance. Et pour autant, elle fait toujours de la croissance. Et pour autant, c'est toujours sur des niveaux, sur des montants d'augmentation de la richesse. Donc, ceci pour vous illustrer, à notre avis, ce que doit être un petit peu de raisonnement logique, d'analyse financière, de bon sens, c'est de se dire, c'est pas ça qu'il faut regarder, c'est pas la catastrophe, loin de là, c'est que la richesse continue à augmenter à un niveau élevé. Donc la Chine il n'y a pas de raison de s'inquiéter sur ce qui se passe en Chine. Et aujourd'hui, rétrospectivement, on peut voir celui d'après, après. Voilà. Ce sujet-là, aujourd'hui, est de moins en moins omniprésent, comme vous le savez, parce qu'on considère que la Chine, en plus, a réussi en partie sa transformation, et a bien avancé dans sa transformation, économie exportatrice versus économie de consommation intérieure. Donc, voilà, c'est un sujet qui reviendra forcément, parce que le marché est focalisé sur l'évolution du taux de croissance. Là, je reviens deux en avant, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le marché? Le marché, c'est un ensemble d'opérateurs de marché. On peut chercher les investisseurs, mais ils sont rares. Les opérateurs de marché sont dominants. Les opérateurs de marché, ils s'intéressent à quoi? Ils s'intéressent à la variation du taux de variation, c'est-à-dire le fait que la Chine soit passée de 7 à 6% de croissance, c'est moins 1, c'est une baisse de la variation. Donc la dérivée seconde est négative, donc c'est négatif. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la variation déjà, 6% de croissance, ben, c'est pas mal. Et c'est au-delà de ça, c'est les 500 milliards, c'est-à-dire le montant vraiment d'augmentation de la richesse. Là, c'est simplement une illustration d'un propos sur un exemple, le PIB chinois, le général que ça peut impacter sur la croissance des cours de bourse, les effets considérables que ça peut avoir sur les cours de bourse, qui sont à notre avis des erreurs de raisonnement. La chance qu'il y a, c'est que le marché il est moutonnier et il va tout suivre dans ce même sens, c'est-à-dire que c'est une chance pour nous, gérants, petits gérants de stock picking, de faire ces raisonnements-là individuellement et d'en tirer profit. Et c'est pour ça qu'il y aura de la place pour les gérants actifs
des gérants de conviction qui vont être contrariants par rapport au marché, qui ne vont pas céder aux sirènes des évolutions de court terme sur la dérivée seconde, mais qui vont s'intéresser à la réalité des choses. Alors, je ne sais pas si c'est convaincant, mais en tout cas, c'est une manière fondamentale pour nous de regarder les entreprises, regarder ce qui se passe vraiment, plutôt que de regarder la variation de la variation ou le commentaire de l'analyste sur les chiffres d'affaires du trimestre et pas sur les évolutions fondamentales des entreprises. Voilà, ça c'est les méthodes. Les sujets globaux sur les actions, comme vous l'avez vu, nous ce qui nous préoccupe, est-ce que tel événement macro, événement politique, événement, j'en passe et des meilleurs, a un effet sur les résultats? C'est ça notre question. Est-ce que la guerre entre Trump et la Chine, la guerre commerciale entre Trump et la Chine, va avoir un effet sur les résultats? Est-ce que les bagarres au sein de l'OPEP vont avoir un effet sur les résultats? C'est ça notre préoccupation. Aujourd'hui, les valorisations ne sont pas bradées, elles ne sont pas pour autant excessives. Il y a de la place pour faire du stock picking. C'est plus que jamais un marché pour un sélectionneur de valeur. Sur les actions en particulier. Sur l'immobilier, on a une conviction globale beaucoup plus forte et systématique, mais sur les actions, c'est un marché pour des stock pickers. Autre élément nouveau et important, qu'on a un peu sous-estimé peut-être, si tu peux revenir, c'est que depuis un an, quoi qu'on en dise, en France, on a une évolution politique qui, pour la première fois depuis très longtemps, est favorable aux entreprises. Toutes les décisions qui sont prises sont favorables aux entreprises, sont favorables à la création d'emplois, sont favorables aux marges des entreprises, et ça, c'est positif pour les actions. Et ça va être d'autant plus positif pour les entreprises qui ont des chiffres d'affaires plus France que les autres. Et donc les multinationales françaises qui sont pas tellement France vont en bénéficier moins que des entreprises majoritairement employeurs en France. Et ce phénomène-là est quand même une bouffée d'oxygène considérable pour l'ensemble de l'investissement en action. Ça a même des conséquences dans un certain nombre de cas sur des choix de gestion que nous faisons et on va vous dire pourquoi. Donc, je passe sur les sujets généraux de valorisation. On peut segmenter le portefeuille dans nos choix de gestion sur la base de raisonnements thématiques ou sectoriels, un petit peu comme je vous l'ai défendu sur notre analyse fondamentale. Donc là, on vous rappelle quelques-uns des thèmes qui sont dans notre portefeuille, sur lesquels on peut échanger, on peut discuter, on peut ne pas être d'accord aussi, mais c'est des choix forts de notre gestion. Il y en a qui datent de plusieurs années, d'autres qui sont récents. Donc j'illustrerai peut-être deux, ou sauf s'il y en a quelques-uns qui vous intéressent plus, on peut réagir à ce moment-là à votre demande. Voilà. Donc qu'est-ce qui me semble intéressant? Peut-être on peut dire un mot du pétrole. Voilà. Alors le pétrole, transparence, notre histoire de positionnement sur le pétrole. Donc là, on n'est plus sur le pétrole. Là, c'est le baril à $30. Et puis, on regarde le marché en se disant, quand est-ce qu'il faut revenir sur le secteur? C'est un secteur de rente, donc on aime bien. Vous avez compris, nous on aime bien les entreprises qui gagnent de l'argent, qui dégagent des cash flows, et donc on va regarder les entreprises où il y a des rentes confortables, stables, voire en progression, et qui ne se payent pas cher. Vous avez compris pourquoi on aime bien la rente immobilière, mais il y en a d'autres à la cote. Et la rente pétrolière, c'est une rente importante. Donc, à quel moment il faut s'y intéresser? Donc, évidemment, quand le baril est à $100, tout le monde est sur les sociétés pétrolières, la rente, elle vaut cher. Quand le baril est à $30, le secteur s'est effondré, plus personne s'y intéresse, mais pour autant, quelle conviction on peut avoir sur la reprise éventuelle du prix du baril? Donc, notre travail a consisté à regarder comment se fixent les prix du marché du baril. Bon, en économie, c'est simple, c'est un marché c'est le marginal qui fixe le prix du marché. C'est pas le coût de revient qui fixe le prix, c'est le prix c'est l'équilibre offre-demande marginal. C'est un marché d'équilibre marginal. Donc on regarde l'équilibre offre-demande du marché pétrolier. Et on peut se dire ce qu'on veut sur les gesticulations de l'OPEP, de la Russie, du Venezuela, de la Libye, j'en sais rien. L'équilibre du marché, c'est l'offre et la demande mondiale. Et l'offre et la demande mondiale, c'est très simple.
la demande, elle progresse chaque année. Quand il y a un peu moins de croissance mondiale, elle progresse moins, mais elle progresse quand même. Et on aura beau faire tous les COP21 parisiens, etc., la demande de pétrole va continuer à progresser. Quand bien même nous, on réalise tous nos objectifs de l'agenda 21, d'économie, etc., la demande mondiale de pétrole va continuer à augmenter. Pourquoi ? Parce que la Chine, l'Inde, les émergents sont des économies qui fonctionnent au charbon et au pétrole et pas au reste. Donc de fait, vous avez ici des projections raisonnables d'augmentation future de la demande de pétrole. Donc ça veut dire qu'il faut produire, sinon les prix vont exploser. Et pour produire, il faut un certain nombre de conditions. Il faut qu'il y ait de l'investissement, il faut qu'il y ait des entreprises qui gagnent de l'argent, il faut qu'il y ait des contextes juridiques, politiques favorables à la production. Et ce n'est pas toujours le cas. Quand vous avez des prix qui s'effondrent à $30, les investisseurs n'investissent plus dans le pétrole. Parce qu'on ne gagne pas d'argent. Quand vous avez des gesticulations politiques des uns des autres, à l'OPEP ou autres, il n'y a pas d'accord pour réguler un peu le marché. Donc, et puis aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous avez un puits qui sort du pétrole, si vous investissez plus, le puits, chaque année, il va baisser sa production de 10 à 20%. Donc naturellement, la production va baisser. Ça, c'est pour un puits traditionnel. Si vous avez un puits de schiste américain, c'est 30% de baisse chaque année de la production. En 3 ans, votre puits, il est mort. Donc la nécessité de réinvestir est importante. Et donc si on réinvestit pas, alors je vous rappelle l'échelle, c'est pas zéro, la production passe de 95 à 50 avec un investissement qui n'augmente pas. Donc il y a un problème de marché évident. Si on maintient l'investissement pétrolier mondial, on est passé de 700 milliards de dollars par an à 300. Donc on a effondré. Donc si on maintient à ces niveaux-là, les prix vont exploser. Donc on est obligé de repartir dans l'investissement. C'est des cycles longs, il faudra du temps, c'est pas dans les 3 mois, mais il y a une impérieuse nécessité d'investir à nouveau, de relancer la machine de l'investissement pour maintenir un niveau de production satisfaisant. Les conséquences de ça pour nous, investisseurs, c'est de se dire, les prix du baril, ils peuvent varier, rebaisser pour des raisons de court terme, mais fondamentalement, ils sont orientés à la hausse. Peut-être pas à 140 comme ils l'ont atteint, d'accord, mais ils sont soutenus par un effet structurel de demande par rapport à l'offre, premier élément. Deuxième élément, il va falloir réinvestir dans l'exploration-production. Donc, en termes de conséquences pour nous, investisseurs, on va rechercher ceux qui vont bénéficier de prix élevés et ceux qui vont bénéficier de la reprise à un moment ou un autre de l'investissement. Donc ça, c'est notre raisonnement. Nos choix de gestion, ça se traduit par un certain nombre de valeurs qui sont je ne sais pas où. Elles sont plus là ? Elles sont plus là. Voilà. Donc alors je vous rappelle, on est valeurs françaises, mais on a un portefeuille. Aujourd'hui, c'est notre principale position. On était à 13%, je crois, sur le slide ici. 13% pétrole. On est à 16%. On a continué un peu à monter. Alors ça, total. Donc, exploration-production, service pétrolier, celui-là aussi. CCGG. Voilà. Bon, donc le cycle d'investissement, service pétrolier. Alors on a des positions, c'est 16% du portefeuille, c'est pas non plus stratosphérique. Enfin, si je compare aux indices que je ne sais pas, mais je pense qu'on n'est pas encore au niveau des poids. Le pétrole, c'est très lourd dans les indices. Mais bon, pour nous, c'est notre principal choix. Notre conviction forte, fondamentale. Alors, à 3 mois, j'en sais rien. Mais c'est une conviction, vous l'avez compris, qui va résister facilement avec le temps. Voilà. Ça, c'est le premier genre de raisonnement, idée, composition de portefeuille derrière. Alors, bien sûr, derrière, on va travailler les entreprises. On va se dire, je ne prends pas n'importe quelle entreprise, je vais faire un choix d'entreprise. Et donc là, il y a un travail, analyse entreprise par entreprise. Je vous citerai juste un exemple parce que de temps en temps, il faut... GTT, c'est une entreprise française, l'Institut français du pétrole, l'ingénieur français pétrolier, qui a une culture, une histoire, hein, je sais pas si vous vous rappelez, le gaz de Lac, vous êtes bien placé dans cette région, etc. Donc, c'est des ingénieurs qui aujourd'hui ont créé une société qui est leader mondial
Leader mondial, c'est pas LVMH ou Hermès, hein, c'est 80% du marché mondial. Sur une technologie qui est des membranes isolantes pour transporter du gaz liquéfié sur des bateaux. Donc c'est très technologique, d'accord, mais ça leur permet d'avoir 80% du marché mondial parce qu'ils ont des années de recherche et aujourd'hui ils sont dominants, c'est le cas de le dire. Alors là, il y a une rente sympathique. Quand vous avez une rente, c'est simple, hein, dans n'importe quelle activité économique, ça veut dire des marges élevées. Et donc, je citais Hermès volontiers parce que c'est des marges bien supérieures à Hermès. Vous savez que les marges Hermès, c'est déjà pas mal. Hein. C'est dans ce qui se fait le mieux. GTT, c'est une société qui a un résultat net après impôt égal à 50% de son chiffre d'affaires. Parce que c'est d'abord des brevets, d'abord de la technologie, de l'ingénierie d'études. Et donc, ils vendent des heures d'ingénieurs d'études sur des brevets dont ils sont propriétaires. Voilà. Donc c'est un objet unique. Alors, je veux dire, c'est aussi très cyclique parce que quand on va construire moins de bateaux pour transporter du gaz, c'est un carnet de commandes très long, mais certaines années, vous n'avez pas... il y a 10 commandes. Hein, donc, voilà. Mais c'est une entreprise, c'est un fleuron de l'industrie française. C'est incontestablement un succès. Voilà. Une petite illustration, c'est 1,5% de notre portefeuille. Alors, ça c'était le sujet pétrole. Bon, je vais rebondir sur ça parce qu'on en avait dit un mot. Voilà, portefeuille du président, c'est une petite anecdote, se dire dans notre portefeuille, dans l'évolution générale de la politique France, est-ce qu'il se passe des choses intéressantes pour nous investisseurs? Bon, il se trouve qu'on a un président, ça n'a échappé à personne, il y en a certains qui lui reprochent, ancien banquier d'affaires. On lui reproche parfois, et nous on pense qu'il est toujours banquier d'affaires. Je pense que ça l'amuse toujours. Et on le voit sur certains dossiers, il n'apparaît pas trop, mais on sait qu'il est là. Quoi. Et donc on l'a vu faire certaines opérations. On a vu certaines opérations, on s'est dit c'est lui qui est derrière, c'est pas possible. Et donc on pense que ça va continuer. Donc on l'a vu sur quoi? On l'a vu sur Chantier de l'Atlantique. Vous avez vu Chantier de l'Atlantique, comment ça s'est débouclé, avec Philippe Cantieri, comme une référence dans le chantier naval européen historique. Hein. On ne peut pas dire que ils aient à rougir de notre propre chantier. Il y avait une histoire de navigateurs et de constructeurs de bateaux italiens. Bon, on ne voulait pas leur céder le contrôle, ça a tergiversé, un accord, pas d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il a fait notre président? Il leur a dit, je vous prête 1% des droits de vote pendant 5 ans. Et si dans 5 ans, vous ne respectez pas vos engagements, le prêt, il revient automatiquement. D'accord ? Donc ça, c'est une innovation de banquier d'affaires qui n'est pas sortie du chapeau de notre ministre des Finances. Je ne crois pas. Je pense que c'est quand même assez original et ça a été salué, je crois, on va dire, c'est une des belles opérations financières. Autre opération, Alstom. Alstom, il était derrière Alstom. Pourtant, ils n'avaient pas d'action. Et donc, on a réussi à rassembler Alstom Siemens. Bien sûr, il y a eu un peu de bronca en disant on vend la technologie française. Ça fait rêver peut-être encore certains de dire qu'il y a une technologie française sur le train à grande vitesse. Hein. Moi, j'ai un peu de doute. Et aujourd'hui, il se retrouve avec la moitié du capital de l'entité fusionnée pour une activité qui pèse à peu près un tiers de l'ensemble. En poids économique, en poids de résultats d'exploitation. Donc réussir à avoir 50% pour quelque chose qui fait le tiers, moi je trouve que c'est pas mal. Donc en ayant un dirigeant, bien sûr, c'est Siemens qui aura le contrôle, etc. Donc je pense que c'est également une opération sur laquelle il est intervenu fortement, vous vous rappelez, puisqu'il y avait eu des discussions avec Merkel sur un certain nombre de contreparties, il y a eu des rumeurs, etc. Voilà. Tout ça pour dire qu'il y a des opérations financières qui vont impliquer l'État et des participations de l'État, et je pense qu'on peut en bénéficier. Alors pour nous, gérants value, ce n'est pas un choix de gestion en soi, c'est une option qu'on aime bien et qu'on va dire, voilà, cette option-là, je la prends ou je ne la prends pas dans le portefeuille. Et donc on vous a mis ici certaines des positions que l'on a sur lesquelles l'État, à notre avis, va être bienveillant et va jouer un rôle positif dans l'évolution de chacun des dossiers. Je pense en particulier à Renault. Renault, vous vous rappelez, Carlos Ghosn et notre ancien ministre des Finances, aujourd'hui président, s'étaient chamaillés sur un certain nombre de sujets il y a 2 ans. Et donc tout le monde considère qu'ils ne peuvent pas s'entendre et qu'ils ne s'entendront jamais. Je pense que c'est une erreur fondamentale. Ils réussiront à s'entendre.
Il y a un intérêt évident des deux sur l'évolution du statut de Renault entre Renault, Nissan, Mitsubishi dans la fameuse alliance que vous connaissez tous et qui aujourd'hui pèse sur le cours parce que cette alliance est compliquée. C'est un petit peu c'est une fondation aux Pays-Bas qui dirige le sujet. Je ne sais pas si vous connaissez bien le dossier. Et c'est un truc qui est contrôlé par une personne qui s'appelle Carlos Ghosn. Donc c'est un peu, je dirais presque, je fais attention, c'est un peu le monde mutualiste qu'on connaît dans certains milieux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de contre-pouvoir. Et ça, c'est un accord qui date de 20 ans que Renault avait obtenu avec l'État français pour pouvoir faire l'opération Nissan. Donc, nous considérons que cette opération se traduira par un débouclement heureux pour les actionnaires minoritaires, parce qu'il y a un intérêt évident de l'État, puisque l'État a 15% du capital. Donc ils s'entendront et on n'est pas surpris sur l'évolution. Le cours de bourse est dévalorisé de 30% par rapport à toutes les sociétés automobiles. Donc c'est pas en plus l'entreprise, même sans ça, elle est bien gérée. On trouve que c'est quand même devenu numéro 1 mondial à côté de Toyota, Volkswagen en bagarre. Donc c'est quand même un parcours exceptionnel. Voilà. Donc on n'est pas inquiet, c'est une option qui est facile. Donc bon, voilà deux thèmes que l'on retrouve dans notre portefeuille. Alors on avait beaucoup travaillé également sur les énergies renouvelables. On est un secteur en pleine révolution qui connaît vraiment des évolutions structurelles très importantes et qui s'accélèrent. On peut en réchanger dessus si ça vous intéresse. Voilà quelques idées. Notre travail, je pense que c'est important de vous faire partager notre raisonnement jusqu'à nos choix de valeur en conséquence de choix de secteur, d'analyse de l'économie et des évolutions qui sont vraiment en train de s'accélérer. D'autres choses, si vous avez d'autres questions, je serais ravi de... Et là, vous voyez, grande conso, voilà, c'était le sujet dont je parlais tout à l'heure, où on touche vraiment très très peu, avec beaucoup de prudence. Bonjour à tous. Merci de vous être déplacés dans un lieu que je dois dire que je ne connaissais pas, mais que je trouve très plaisant. Alors, on va faire en sorte que le petit bonhomme là, qui est un peu perdu, et moi, à la fin de l'intervention, se sente plus aérien. C'est une jeune femme, oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est mon côté, voilà. C'est pas grave. J'en vois pas assez. Voilà. Et donc, et voilà, et à la fin, il sort de sa conserve pour être plus aérien. Alors, sur l'immobilier, on est sur un secteur, c'est plus simple, on répond à un besoin de base, c'est très important. Répondre à un besoin de base, c'est s'assurer que la durée est un de vos alliés. Et quand on gère, comme on gère avec Pierre, donc Pierre qui est ici présent, c'est un beau prénom pour l'immobilier, mais il est en train de se faire un nom. C'est clair que notre cahier des charges, c'est de faire en sorte que la durée, et ces 10 ans, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous, on s'est posé, on s'est relâché, pour se dire, qu'est-ce qu'on apporte au client ? Et ce qu'on apporte au client, c'est qu'on a un processus de gestion qui fait que la durée est un allié. Voilà. On a un processus de vinification qui est favorable à l'investisseur. Alors, quelques repères, lui il est au milieu, elle est au milieu, décidément j'ai du mal à la féminiser, elle est au milieu, en absence de repères, au milieu du lac, je vais à droite, je vais à gauche, je ne sais pas. Quelques repères sur l'immobilier, et cette diapo, à la fin, elle est fabuleuse. Pourquoi ? Elle résume tout. C'est une bande dessinée, ça me plaît. Alors, l'immobilier coté, ce n'est pas un immeuble, c'est beaucoup plus que ça. C'est un portefeuille d'immeubles, c'est déjà le début de la réponse, mais c'est plus que ça. C'est un portefeuille d'immeubles géré par des équipes qui ont des savoir-faire. Donc nous, on achète des entreprises, on n'achète pas d'immeubles, on achète des entreprises qui ont des savoir-faire immobiliers. Et on sélectionne, on essaye de sélectionner celles qui ont le meilleur profil de risque-rendement. D'accord ? Et ces risques, comme l'a dit Daniel, ce n'est pas la volatilité. Comment on a identifié ces risques sur le secteur ? On a regardé sur très long terme, une trentaine d'années, qu'est-ce qui s'est passé sur le secteur. Et comme notre mandat, c'est de voir nos cash flows, parce qu'on est convaincu, comme le discours de Daniel sur Action,
que les cash flows font la performance boursière, à un moment donné, durablement. On a regardé qu'est-ce qui pouvait altérer le cash flow. Et on a vu 2 risques, les bilans et la surproduction immobilière. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc aujourd'hui, l'immobilier coté, c'est aussi en différenciation, c'est pas du pied d'immeuble. Voilà, ça on laisse ça à la SCPI, d'accord ? C'est pas non plus des petits bureaux en province. Nous, quand on a cherché des bureaux à Bordeaux, on n'a pas trouvé de bureau de foncière. On aurait aimé, parce qu'on aime beaucoup ces équipes. On sait que c'est bien géré. Bon, on a le bureau d'une SCPI. On sait que c'est un peu moins bien géré. Ceux qui nous connaissent ont eu quelques problèmes pour venir avec l'ascenseur. Bon, c'est comme ça. C'est du bureau géré par une SCPI. Il y a moins de monde. Alors, qu'est-ce qu'on a à la côte ? On a du résidentiel, mais uniquement en Allemagne. Voilà, c'est dit. On frétille, là. On a du bureau, essentiellement dans les capitales européennes. On a du centre commercial, et comme je disais, peu de commerce en pied d'immeuble. Il y a des très grandes SCPI qui sont spécialisées sur ce domaine, et peu de bureaux en région. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, au bout du compte, si ici, on avait acheté du papier à 3, on verrait quoi ? On verrait que on a toutes ces formes de détention ont un désir de mutualisation. Et ça, c'est important, la mutualisation. C'est le cœur des choses. Ne faites jamais quelque chose seul, faites-le en groupe. D'accord ? La mutualisation, c'est l'effet portefeuille. L'effet portefeuille fait que si vous avez un total patrimoine de 300 millions, vous voulez un portefeuille 30 unités, vous allez acheter des actifs de 10 millions. Les foncières, en moyenne, leur taille, c'est 3 milliards. Donc, elles peuvent se permettre d'acheter des actifs de 100 millions. C'est pour ça que 100 millions, on le trouve plutôt dans les capitales européennes qu'en province. Et 2-5 millions, on le trouve plutôt en région et non pas dans les capitales européennes. C'est l'origine de la diversification de détention entre des formes de détention SCPI, au PCI si vous voulez, et l'immobilier coté. Voilà ce qu'il faut comprendre. Il y a d'autres différences. Je faisais allusion au fait qu'il y a des entreprises avec beaucoup plus d'effectifs par milliard d'euros gérés dans les foncières cotées. Il y a la liquidité aussi, autre élément de différenciation, mais déjà la typologie d'actifs, c'est une différence. Ça, c'est important. Alors, une fois qu'on en est sur les repères sur l'immobilier coté, on se dit qu'est-ce qu'on apporte ? Et donc, on en arrive aux atouts qui, normalement, vont suivre. Voilà. Les atouts de l'immobilier coté. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'immobilier sans problème. Et géré. Donc, accès direct aux meilleurs immeubles, mutualisation du risque locatif, très important, diversification géographique, visibilité et liquidité, fiscalité avantageuse statusique. Alors, les atouts, après avoir parlé du secteur, on va parler d'immobilier 21. Les atouts d'immobilier 21. Un morning interne, une base de données propre, un reporting mensuel, des indicateurs, des outils de gestion. Voilà, c'est notre mécanique. C'est-à-dire le matin, on regarde, on scanne toutes les sociétés et tous les communiqués de presse, d'accord ? Bon, sur le secteur immobilier, il n'y a pas une actualité, il n'y a pas 75 communiqués de presse. Hein. Il y a 75 valeurs, mais il n'y a pas 75 communiqués de presse sur l'immobilier coté. Bon, on a un certain nombre, mais c'est pour éviter de rater, d'accord ? On a notre propre base de données. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on vit non plus dans un monde clos, on s'enrichit des autres, d'accord ? Ça veut dire... Donc, tout ça pour dire qu'on a un processus interne de suivi des valeurs. Voilà. Et ça, c'est important, et on le confronte à des analystes qu'on apprécie. Hein, et donc, ça nous permet d'avoir un suivi exhaustif de l'information immobilière. Alors, ça, c'est très important, parce que ça, c'est le volant de notre gestion. D'accord ? Vous avez choisi pour trouver un pilote. Le volant, il est là. C'est quoi le volant ? On fait de l'analyse immobilière, d'accord ? De la valorisation, comme Daniel l'a dit, la valorisation, c'est la première protection, d'accord ? Et de l'analyse des risques. Et plus on vieillit, plus on s'intéresse aux risques. C'est surprenant, mais c'est comme ça, d'accord ? Donc, et quel risque ? Bon, la volatilité, c'est une donnée passée. C'est-à-dire quand on s'y intéresse, on est déjà devant. Bon, ça peut être intéressant, mais j'aime bien suivre derrière. Vous ne voyez rien dans ma confusion initiale. Donc, à partir de ce moment-là, je regarde le bilan. Ça a mis un peu de temps. Hein.
le bilan et le taux de vacances. D'accord? Pourquoi? La crise de 90, d'accord? En 90, la rente a été détruite par les grues. On a produit trop. On produit trop par rapport à quoi? Par rapport aux besoins. Les besoins, c'est quoi? C'est la demande. La demande, c'est l'emploi tertiaire. Donc en 90, on a produit 3 années à 5% du parc, donc 15%. Bon, donc on s'est retrouvé, il a fallu à un moment donné, surproduction, il a fallu évacuer. Et comme à peu près l'emploi tertiaire, c'est 2% par an, il a fallu 7 ans. D'accord? Pour purger les excès. D'accord? C'est pour ça que tout naturellement, en 97-98, on a lancé Compagnie Immobilière Acofi, une fois que le cycle allait repartir. D'accord? Voilà. Ça, c'est le suivi des risques côté compte de résultats, production de mètres carrés. Il y a un autre suivi que la crise de 2007 nous a rappelé, qui est le bilan. D'accord? Vous pouvez avoir, si la banque vous dit que vous êtes sous-capitalisé, d'accord, il faut remettre des capitaux propres. Il faut remettre des capitaux propres pour le même résultat. Donc votre rentabilité est diluée. D'accord? Donc les bilans, c'est très important aussi. Aujourd'hui, l'information que je vous ai à vous communiquer, c'est que ces deux risques, aujourd'hui, sont bas, sont faibles. Et ça, c'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on pilote pour vous avec un environnement sain, d'accord? Côté bilanciel, côté compte de résultat. En d'autres termes, en français, dans le texte, le temps est avec nous. Alors, quand je disais que les risques nous intéressent, nous ont toujours intéressés, mais là, ils figurent pour une raison simple, c'est qu'ils traduisent bien nos préoccupations. Quand on s'est intéressé au modèle de prévision de la vacance à 3 ans, on se préoccupait de quoi? Des loyers futurs. Et les loyers futurs, c'est s'intéresser au cash flow. Et s'intéresser au cash flow, c'est s'intéresser à la distribution. Donc c'était bien une préoccupation de distribution et de rendement. Okay? Ratio loyer prime salaire, c'est le même sujet. C'est l'idée de dire où on en est dans le cycle locatif. Est-ce que les loyers sont élevés? Est-ce que les loyers sont bas? D'accord? Taux d'effort, même sujet. Taux d'intérêt critique, c'est le même sujet côté, non pas cash flow, mais par action. C'est-à-dire, c'est un indicateur qui dit votre bilan, il est sain ou il n'est pas sain? Si vous avez le même cash flow, mais sur un bilan sain, c'est moins risqué que sur un bilan qui n'est pas sain. D'accord? Une nouvelle approche de la décote, c'est une volonté de faire un article un peu sophistiqué, mais qui avait son intérêt et qui militait, et qui milite toujours d'ailleurs, parce que de plus en plus de gens le lisent, sur le rachat d'actions. Voilà, sur le rachat d'actions. Une fois qu'on a dit ça, je vais vous parler de pilote. On a la chance quand même d'être sur un secteur qui répond sans effort à beaucoup de questions qu'on a eues. Parce que c'est vrai que ces 10 ans, c'est aussi, je vous le disais, c'est un relâchement, c'est une pause pour envisager les 10 prochaines années, c'est se dire, bon, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et comment on a géré tout ça. Quand on prend le track record, y compris celui d'Acofi Gestion, donc là on n'est plus sur 10 ans, on est un peu plus sur 20, 21 ans, on se dit, on a eu des questions sur la croissance. Mais c'est un secteur de rendement, bon, donc ça tient la route. Bon. On a eu des questions sur l'inflation, d'accord? On a eu des questions sur l'opposé de l'inflation il y a 2 ans. Maintenant, on s'inquiétait dans le miroir, maintenant qu'on est de l'autre côté du miroir, on s'inquiète aussi, on s'inquiète toujours. Bon. Donc ça, c'est le secteur indexé. Puis il y avait la hausse des taux. Puis nous, on rajoute, là, purement, notre valeur ajoutée, si on avait à la concentrer à une phrase, c'est il y a des risques sectoriels, gestion des 21, légère pour vous. Voilà. Et je le dis d'autant plus que je pense que c'est vraiment une marque par rapport à ce qui se fait ailleurs, qui au demeurant très bien, mais différent. Voilà. Alors, une fois qu'on a parlé des atouts d'Immobilier 21, on va parler rapidement des performances. J'aimerais exprimer autre chose que des chiffres, en vous disant, je ne connais pas les chiffres, mais je trouve qu'il y a un certain bon sens, en tout cas dans la location immobilière. Sans connaître les chiffres, vous vous dites, d'où viennent ces chiffres? Ces chiffres, ils viennent d'un certain travail. D'accord? Il y a des gens qui collectent des capitaux et qui vont acheter des immeubles, pour certains qui vont dormir dessus, pas dedans, dessus, qui vont rien faire, pour d'autres qui vont essayer d'intégrer un certain nombre de métiers en amont,
qui va leur donner la capacité d'acheter quel que soit le cycle immobilier. Et ça, c'est une vraie force. Quand on regarde aujourd'hui les foncières, elles sont plutôt fabricantes de produits que acheteurs de produits sur le marché direct. Je vous dirais pour quelle raison. Donc c'est toujours une autonomie dans le cycle d'être capable de produire ses propres mètres carrés. Elles ont des savoir-faire d'arbitrage, elles ont un environnement fiscal. Donc de façon naturelle, quand on regarde sur des éléments tangibles, un peu ratio, un peu bateau, mais dire, bon, mais il y a combien de gens qui travaillent pour moi? D'accord? Bon, par milliard d'euros de patrimoine, on voit que dans l'immobilier coté, il y a beaucoup de monde par rapport à d'autres formes. Donc comme on croit en l'humain, d'accord, on ne nous a pas mis dans la salle des fauves. On a mis dans la salle de la jeune petite fille. Les foncières cotées, qu'elles soient en haut par rapport à d'autres formes de détention, ça paraît logique. Ça paraît logique. Et c'est le cas. D'accord? D'autant plus que ce n'est pas des calculs Govil, c'est des calculs sources IUIF. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur 10 ans, nous on a 10 ans, mais c'est 2007-2017, et c'est intéressant, on est sur un univers de performance, c'est-à-dire une performance autour de 4% du secteur, qui en fin de compte sont en rendement. Et ça, c'est intéressant de savoir qu'aujourd'hui, on a fait historiquement une performance de 4%. Je vous en dirai 2 mots après. Voilà. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire là-dessus, si ce n'est la même constatation. Ah, oui, pardon. Donc on a fait, sur 10 ans, on a fait 7% sur Immobilier 21, pardon. Donc on a doublé le capital. Ça n'a bien sûr pas été une ligne droite, vous l'aurez compris. Sur le tract, sur l'ensemble, on a fait 10% avec, si on prend 98. Ce qui est intéressant sur ces 20 ans, vous voyez, 98, on a lancé Compagnie Immobilière Cofi parce que c'était la reprise du cycle locatif. Ça, c'est un marché de rendement. Reprise du cycle locatif égale rendement. On a le process qu'il faut. Voilà. On a le process, on a les pneus qu'il faut. Parce que notre processus correspond à un marché de cycle locatif. Les choses vont toujours de la même façon. Une fois qu'on a de la confiance sur le cycle locatif, on transforme ça en capital. Donc, les gens ont pris confiance, ils disent « Ah ben, maintenant que je vois de la visibilité sur les loyers, je paye plus cher les prix. » Et là, les prix montent plus vite. Et là, on a un problème de mobilité, surtout moi. Je n'arrive pas à dépasser la vitesse du marché. C'est les performances, c'est un peu avant que je voulais illustrer ça. Voilà. Donc, vous voyez, 98, 2003, 2004, cycle locatif, on est en surperformance. Cycle en capital, le marché monte plus vite que nous, c'est normal. D'accord ? 2008-2009, une crise qui fait que la gestion value détecte quand même des aberrations énormes. Donc, on est plutôt bien. Et puis là, dans ce cycle précédent, l'argent ou le capital est venu avant les résultats. D'accord ? La BCE nous a aidé à faire du capital avant de faire du compte de résultat. Donc dans le capital, on est moins à l'aise. D'accord ? Voilà. Mais aujourd'hui, on retrouve la bande-annonce et on retrouve du cycle locatif. Donc on revient, la voiture circule sur la route qui lui convient. D'accord ? C'est important de comprendre ça, même si on est convaincu que sur 10 ans, on a le meilleur processus. Je pense qu'on finit deuxième. Chez Acofi, je crois qu'on a fini premier ou deuxième. Donc, sur 20 ans, je pense qu'on a des bonnes chances d'être pas trop mal placé. D'accord ? Mais il y a des moments où on est en écho plus ou moins favorable. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le cycle en capital est sur la fin. Et donc, aujourd'hui, et ça, on le voit sur l'ensemble des marchés, y compris sur des marchés qui ne sont pas forcément des marchés d'investissement, qui sont des marchés d'usagers comme le résidentiel. D'accord ? Juste une question, là, ce slide, ça prend en compte donc, la performance en capital, ça prend la distribution. Ça prend tout, c'est du total return. Oui. Voilà. Et on va en avoir une plus précise qui est focalisée uniquement sur nous, c'est-à-dire sur les 10 années d'immobilier 21, où là c'est très intéressant, parce que vous voyez que on fait à peu près moitié-moitié, c'est-à-dire que la surperformance est à peu près l'équivalent de la performance du secteur, en double à peu près. Je suis à peu près pour... Mais ce qui est intéressant, c'est de dire que l'indice UFE zone euro hors dividende a fait 0. Donc la performance, ce n'est que du dividende. D'accord ? La performance n'étant que du dividende, vous voyez mieux que si la performance avait été quasiment que du capital. On est d'accord ? Donc c'est important comme raisonnement.
Alors, une fois qu'on a fait sur la performance, on va essayer de voir un petit peu aujourd'hui, page suivante. Oui, ça c'est aussi... c'est intéressant, sur les prospectus, vous voyez, durée de placement recommandée. Oui. Qui le vérifie? Qui s'amuse à vérifier? On l'a vérifié. Durée de placement recommandée, elle est de 5 ans. Sur 5 ans, vous comprenez l'esprit de la durée de placement recommandée. La durée de placement recommandée est un concept utile qui permet de définir statistiquement le fait que la durée est votre ami et qu'à un bout d'un moment, vous avez un faible risque de perdre de l'argent en total return. Aujourd'hui, aucun de nos clients sur 5 ans n'a perdu de l'argent, y compris celui qui est rentré au plus mauvais moment. Je dirais même que, de façon plus impressionnante, au bout de 3 ans déjà, on est quasiment à 99%. Ça, c'est important. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut des clients qui soient là pour 5 ans. Voilà. Ça, c'est rassurant. D'accord? Une gestion beaucoup plus facile. Oui, c'est dans la durée, sur une classe d'actifs rendement, mais pas uniquement. Rendement dans lequel le processus de gestion solidifie à tout moment le rendement, ou le potentiel de distribution devient un ami. D'accord? Donc il est tout naturel que dans la hiérarchie des fréquences de durée, si vous faites ça sur les différents fonds, un fonds comme sectoriel immobilier va avoir une fréquence de gain à période donnée plus élevée qu'un fonds action, parce qu'il y a toujours cette force de rappel. D'accord? Un peu de volatilité, des questions d'actualité. Alors ça, des fois... Non, c'est bon. Je cligne des yeux. C'est après. Voilà, c'est bon. C'est bon. Voilà. Des questions. Chaque année, on a des questions. Depuis 10 ans, on a des questions. Je dois reconnaître on a rarement, en fin d'année, les questions-réponses de début d'année. Mais c'est pas grave, le temps fait son œuvre. Le temps fait son œuvre, on ne nous pose plus la même question, on est très content parce qu'on n'a pas la réponse. Donc cette année, on a des questions, bonne nouvelle, on a des réponses. Quid de la performance après la hausse de 2017? Alors, il y a des gens, elle fait 16-18%, puisqu'on a fait un peu de surperformance l'année dernière. Qu'est-ce qui se passe? On ne va pas revenir sur un secteur qui a gagné 18% ou 16% l'année dernière. La réponse, elle est là. 2007, c'est pas n'importe quel 2007. La date, c'est la date de création d'Immobilier 21. C'est pas une date abstraite. C'est une date où Daniel et moi avons considéré que le secteur, pour un investisseur long terme, était attractif. Ça se produit 30% après la baisse de 2007. D'accord? Vous vous rappelez, en 2005, on dit que le secteur est trop haut. Voilà. C'est un peu aussi une réponse à votre question indirectement, mais le secteur est trop haut, on le dit trop tôt. Après, le secteur baisse 30% en 2007. On allait plus haut en février, là où le marché est en juin plutôt. En février, on baisse de 30%. En novembre 2007, on lance le fonds. D'accord? Et qu'est-ce qu'on voit donc tout ça pour documenter, pour donner quelques couleurs en disant la date est plutôt fait sens. Mais l'observation, c'est qu'on n'a pas de performance en capital. Voilà. Donc, quid de la performance? La question, je pense que la réponse est de dire, aujourd'hui, l'historique de performance étant basé sur le rendement, on n'a pas prélevé sur le futur. Ça, c'est la première idée. Deuxième sujet, très intéressant, quid de l'impact de la hausse des taux d'intérêt? On a souhaité, dans ces 3 diapos successives, montrer que la relation, elle n'était pas si évidente que ça. Elle n'était pas automatique. Certains courtiers, il est vrai que moins on rémunère les gens, plus ils font de la fréquence. Donc ils ont été tentés par trouver un automatisme de relation qui a permis de faire des achats-ventes à bon compte. C'est plus compliqué que ça. L'origine de la hausse des taux, est-ce que c'est de l'aversion au risque? Et là, malheureusement, notre secteur, comme les autres, et on l'a vu sur la crise 2007-2008, n'est pas très différenciant. Il y a une aversion au risque, vous avez le même résultat, mais vous demandez une rentabilité beaucoup plus importante que la veille. Le secteur baisse. En dehors de ce cas d'école, de ce cas théorique, si vous avez une hausse des taux qui accompagne
je dis que le conditionnel est de plus en plus, inutile, parce que la hausse des taux, on va l'avoir. D'accord ? On est à 3 aux États-Unis depuis avant-hier. Voilà. Bon. Donc, c'est une évidence. Hein. Il faut regarder l'économie réelle par rapport à cette hausse des taux. D'accord ? Et normalement, on a quand même un arbitre qui gère cette relation. Hein ? On a un acteur central qui s'appelle la BCE qui dit « je te donne un peu de hausse des taux si j'ai un peu d'économie réelle qui va mieux ». D'accord ? Donc il fait quand même un petit peu ce rôle d'arbitre et donc on en arrive sur quelque chose aujourd'hui, on parle beaucoup des taux, on parle beaucoup des taux nominaux, mais regardez la tête des taux d'intérêt réels. Vos clients peuvent investir à 1,5 avec une inflation à 1,5. Hein ? Bon. J'en dis pas plus. Tout ça juste pour dire que la relation, et donc on a eu sur 5 années de hausse des taux, c'est vrai que sur 30 ans on les a un peu cherchés aussi, hein. Sur 5 années de hausse des taux, on a eu des performances dans 80% des cas, 2007 étant une année un peu spécifique. D'accord ? Après, le deuxième, bon, ça c'est de l'ego de gestion, c'est la surperformance, ça a moins d'intérêt, c'est l'accélération. Là, le vrai sujet, c'est celui-là, et qui nous permet de nous distinguer. Vous savez qu'au niveau mondial, il y a 2 modèles, 2 contrats actionnariaux. J'ai failli dire actionnarial. 2 contrats actionnariaux. Il y a le premier, c'est je lève des capitaux dans une forme un peu et je fais de la plus-value. D'accord ? Je suis un marchand de biens institutionnel. D'accord ? Et donc là, j'ai des fonds propres temporaires normalement. C'est-à-dire que j'essaie de faire tourner le capital le plus rapidement. Voilà. Et puis il y a le modèle, et ça c'est un peu l'Asie, et c'est un peu le modèle anglais. Donc ils sont tout le temps sur un discours capital. Puis nous, on est sur la durée au service de la gestion, c'est-à-dire le cash flow. Et donc ça, c'est le modèle zone euro et le modèle américain. Une fois que j'ai dit ça, pourtant, les 2 situations sont très différentes entre les États-Unis et la zone euro aujourd'hui. Aux États-Unis, vous avez 120 points de base de prime de risque, d'accord, qui pourraient observer, c'est-à-dire que vous avez un rendement du secteur à 4,20 et vous avez des taux à 3. Donc ça fait 120 points de base. Donc vous avez une situation aujourd'hui aux États-Unis qui correspond à la prime de risque moyenne de long terme. En d'autres termes, vous êtes dans une situation où l'élastique est tendu. Tout ce qui se passe du côté des taux peut avoir des répercussions sur les cours de bourse. La zone euro, c'est ça, la traduction de ce confort. C'est pour ça que j'attache beaucoup d'importance à cette diapo, en termes d'outils de confort de notre gestion. On a aujourd'hui, grosso modo, on a 4,5 de rendement en dividende. Même si vous mettez les taux à 1, vous avez 350 points de base de prime de risque. Contre une moyenne, 300 points de base, là, si on veut. On a même 350, honnêtement. Mais, donc, on a un potentiel de hausse des taux pour revenir à la moyenne. Dans le cas des États-Unis, on est déjà à la prime de risque historique. Au niveau de la zone euro, la hausse des taux à 3 points, hein, les taux d'intérêt à 3, nous ramènerait à la prime de risque historique. D'accord ? C'est très différent. D'accord ? C'est pour ça que l'on dit que tout client, préambule, qui n'a pas de durée, venez pas chez nous, parce qu'on est plus cher que les trackers, et on n'est pas sûr de faire mieux que les trackers à court terme. On ne prendra jamais d'engagement sur cette idée-là. D'accord ? Donc, ne venez pas chez nous. Ça, c'est déjà un premier préalable. Mais en dehors de ce scope-là, ce que l'on dit, si vous pensez qu'on peut avoir des taux d'intérêt à 3,5 sans amélioration du contexte économique, à ce moment-là, ne venez pas parce que à 3,5, on prend un risque en capital sur le secteur. Voilà. Voilà. En dehors de ces 2 cas-là, d'accord, donc qui doivent représenter une grande partie normalement du marché, il faut faire de l'immobilier coté. D'autant plus, vous verrez, il y a une autre diapo très importante. Je suis un peu long, je vais faire vite. Oui, l'Internet, on a beaucoup parlé d'Internet, c'est assez vivant, le commerce, c'est fascinant. Parce que ça bouge, voilà. Et le questionnement qui est venu des États-Unis, en zone euro, est venu des États-Unis. On voulait juste, avec Pierre, dire quelques éléments de repère. D'accord ? 1, la densité commerciale aux États-Unis, c'est 5 fois la densité de la zone euro. Ça, c'est le premier point. 1. 2, deuxième point,
il y a eu un dérating, ça c'est du mauvais. Et en fait, il y a eu une dépréciation ou une prime de risque rattachée au modèle économique des centres commerciaux à peu près équivalente au niveau États-Unis et au niveau zone euro. Ça veut dire qu'on a déprécié, on considère que ce qui se passe aux États-Unis est tout à fait identique, va se passer dans la zone euro. Nous, on dit non, pour une raison simple, c'est que, en raison de la densité, le mix produit. Aux États-Unis, aujourd'hui, on a plutôt des department stores, c'est-à-dire une offre diverse, mais non active. D'accord ? Qu'est-ce que c'est qu'un centre commercial? Et Éric Rongeat, ancien directeur général de Klépierre, disait c'est une rue piétonne couverte, qui est managée par des gens qui essaient de faire un circuit et de créer, c'est la théorie du portefeuille, d'accord? La somme des unités est supérieure, en fait, l'effet densité, d'accord? Voilà. Et voilà. D'autant plus, donc on a eu une dépréciation à peu près à l'identique, et nous, qu'est-ce que ça nous fait dire? Quand on regarde, on ne dit pas qu'il n'y a pas des sujets sur les centres commerciaux, on dit au contraire, mais ça de façon générale, on constate que partout le monde s'accélère, et c'est au moment où le monde s'accélère qu'on nous dit on va mettre plus de pilotes. Moi je parle à mon bon sens. En tout cas, la réponse de Daniel et moi pour notre épargne, on met l'argent dans nos fonds, parce qu'on préfère avoir une épargne pilotée. Si vous préférez avoir une épargne sans pilote, c'est votre choix. Mais je trouve ça assez bizarre de ne pas avoir de pilote au moment où la route est chaotique. Et compliquée. Pas chaotique. En particulier Au tracker. Au tracker. Donc, variation des loyers. Alors, quand on dit ça, c'est des historiques que l'on suit. Le sujet, on n'a pas attendu les États-Unis. On avait fait une conférence sur le commerce il y a 5 ans avec Unibail, avec Darty. Avec Rue du Commerce, donc on débat sur ces sujets. On dit simplement qu'aujourd'hui, plus que jamais, un centre commercial a besoin d'équipes pour le gérer, et qu'il y a quand même des signes que les grands centres commerciaux ont une capacité d'attractivité maintenue pour les enseignes, et que ce sera les derniers qu'elles lâcheront si elles ont besoin de lâcher par rapport à un petit centre qui ne leur apporte pas forcément l'agrément nécessaire. Donc il y a une bipolarisation entre les grands centres et les petits centres. Ça, c'est le discours simplifié, pédagogique, en sachant qu'il y a toujours des petits centres, et c'est vrai, qui vont bien marcher, parce qu'ils sont sur une zone de chalandise qui ne peut plus évoluer. Voilà, vous êtes à Annecy, vous avez le centre commercial de Mercialis, G-Galerie. Bon, il n'y en a qu'un. De toute façon, vous voyez la situation géographique, il ne peut pas y en avoir deux. D'accord ? Mais voilà, mais c'est le discours qu'il faut retenir. Je fais pas plus long. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Nous, peut-être un peu tôt, mais dans notre gestion, on a dit à un moment donné, Unibail à 6% de rendement, il faut en acheter. D'accord? Pareil pour Klépierre. Donc, on a aujourd'hui 2 grosses positions. Enfin, on a aujourd'hui, mais on l'avait aussi en début d'année. Voilà. Bilan et perspective. La performance, ce qui est important dans la construction, elle est fabriquée essentiellement sur du rendement et une indexation. Si on se dit quelle doit être la performance, je réponds à un besoin de base. J'ai un rendement. Si je réponds à un besoin de base, je suis normalement attaché à l'économie réelle, puisque je réponds à un besoin de base. Donc le besoin de base, c'est le PIB en valeur. Ma croissance, je dois normalement... Donc rendement plus PIB en valeur, on a un rendement entre 4 et 5, un PIB en valeur entre 2 et 4. Donc c'est pas étonnant qu'on retrouve des chiffres autour de 10. D'accord? Okay. Et c'est notre situation. Le seul qui mettrait, on aurait pu faire une 3e, là ça serait du A3+, on aurait pu mettre hypothèse de taux long supérieur à 3, là, risque en capital fort. C'est l'option de rattrapage aujourd'hui, risque en capital fort. D'accord? Et nous, on estime qu'aujourd'hui, dans notre scénario, alors, les prochaines diapos, rapidement, voilà une diapo à retenir. C'est la diapo de la gestion diversifiée. Comment ne pas en avoir? 4-4. Moi, aux grands hommes, j'ai mon parking, je me mets toujours à 440. C'est mes mots techniques. Bon. Donc, 4-4, tout terrain, ça a l'apparence de la même rémunération que 2007, et pourtant, c'est très différent. Pourquoi? Parce que 4,40,
c'est beaucoup plus qu'ailleurs. Alors qu'en 2007, ce n'était pas le cas. D'accord? Et donc, ça a une notation. Aujourd'hui, on ne sait même pas la notation. À 4,40, vous seriez noté, ceux de l'obligataire, vous seriez noté, il n'y a plus de note. Alors même que les risques, ça ne figure pas là, mais je voulais vous montrer que les risques, ils sont plus faibles qu'en 2007. Et donc, cette diapo, c'est le résumé de la présentation. C'est-à-dire une rémunération attractive, d'accord, avec des risques plus faibles, d'accord, d'où notre confiance dès lors qu'il y a de la durée d'investissement. Et donc les prochaines diapos, je vais passer vite, mais c'est de mettre des qualificatifs sur ce rendement. Vous allez voir, il est solide, il est compétitif, il est peu risqué. Voilà. Alors, on lui donne 4,40. Quand on voit le rendement, on voit qu'il y a 7 foncières, elles sont quasiment toutes dans le top 20 des rendements dividendes du SBF 120. Donc c'est pour illustrer le fait que le rendement aujourd'hui des foncières est attractif. D'accord? Autre élément, voilà. Ça j'aime bien, bon, c'est peut-être un peu cérébral, c'est peut-être là, ça va peut-être se faire un nœud dans le cerveau, mais grosso modo, c'est de dire quoi? C'est de dire, il y a un marché de la dette qui dit que le risque Unibail, c'est Unibail là, hein, c'est écrit. Marché Unibail qui dit, bon, c'est 1,40, bien sûr, le risque obligataire, c'est pas le risque action, mais quand même, il y a des... Et le marché action qui dit que c'est 6,1, bon, où j'ai envie de faire mon marché, d'accord? Peut-être que les deux vont se rencontrer, mais il y en a un qui va peut-être monter, il y en a un qui va baisser par la hausse des cours. D'accord? C'est interrogatif en tout cas, si ce n'est... Voilà. On a dit qu'il était attractif, on va dire qu'il est solide. Alors pourquoi il est solide? Parce que quels sont les éléments de solidité d'un rendement? C'est le niveau actuel des loyers. Puisque les loyers, modulo, ça fait les cash-flows qui font le rendement. D'accord? Et aujourd'hui, dans le cycle locatif, quand on regarde loyer sur salaire, qui sont un indicateur pas... D'accord? On voit qu'on est à 12%. Voilà. Donc le cycle locatif nous amène à dire qu'aujourd'hui, on retrouve 98. Est-ce qu'on reviendra à 20, 21? Je ne sais pas. Une autre illustration de cet élément-là, on aime bien, c'était une opération qu'on avait suivie parce qu'elle était à Paris, proche de... À ce moment-là, on était rue Vignon, on était voisins. On était de cette opération qui en fin de compte, pour ceux qui connaissent un peu, c'est à l'Opéra, donc, et plus précisément derrière l'Olympia, où là il y a un pâté de maisons détenu par Foncière Lyonnaise. Alors avant je disais, mais j'étais corrigé par Daniel, que c'était Société Générale, mais Sogeprom est l'opérateur de cette opération, l'investisseur c'est Foncière Lyonnaise, mais ça n'a pas été occupé par Société Générale précédemment. En tout cas c'était pas le siège. Voilà. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que ces loyers-là, à l'époque, on était en francs, mais on a su faire la conversion, étaient à 535 € du mètre carré. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans. D'accord? À l'époque, la 205 Junior se payait de 58 000 francs. Elle vaut toujours le prix de la Fiat 500. C'est intéressant, mais la 205 Junior est l'équivalent de la Fiat 500 aujourd'hui. Pour ceux qui aiment les voitures. Bon. Donc, le loyer 2017 de bureau, 585. Ça, c'est intéressant à porter à votre connaissance parce que nous-mêmes, un peu contaminés, et on lutte là-dessus. C'est pour ça qu'on prend des jeunes qui nous rajeunissent. On se dit, c'est fort ce chiffre. D'accord? Parce que, aussi, on gagne de l'argent parce que sur l'immobilier, quelle information de bruit, justement. La permanence, il y a beaucoup de bruit. Et beaucoup de gens aussi qui pensent que c'est très, très, très risqué, l'immobilier d'investissement. D'où de la rémunération aussi. Bon. Donc ça, c'est intéressant. Donc, on peut le qualifier solide. Mais si vous vous rappelez de mon discours, c'était aussi de dire qu'il y a un deuxième risque qui est le bilan. Et le bilan, aujourd'hui, les foncières, depuis 10 ans, se sont désendettées. Au départ, pas naturellement, parce qu'elles ont eu peur, parce qu'elles ont vu que les plus endettés d'entre eux allaient à l'augmentation de capital. Ça leur a fait peur. D'accord? Nous aussi. Mais on a su à peu près l'éviter. Et donc, elles se sont désendettées. D'accord? Elles ont compris qu'il fallait un peu se déleverager. D'accord? Alors là, on l'a mis sur un indicateur loan to value. Pour les plus sophistiqués, on a aussi le taux d'intérêt critique. Mais globalement, ce qui est important, c'est que les deux indicateurs disent la même chose. Le traditionnel comme le sophistiqué. Aujourd'hui, le risque bilanciel est relativement faible. D'accord? Le risque de recapitalisation.
En plus, on a un peu d'inflation. Donc, vous savez que tous nos baux sont indexés. Voilà. Ça, c'est l'indexation contractuelle. Pour moi, la vraie indexation, c'est l'indexation économique. À un moment donné, si vous demandez 2% à votre locataire, mais qui ne gagne plus d'argent pendant 20 ans, il aura du mal, même si le contrat, il vous quittera. Donc la vraie indexation, c'est l'indexation économique, c'est le PIB en valeur. Bon. Mais voilà, mais c'est quand même bien. Voilà. Ça, c'est le rendement et c'est le cœur de notre performance. Voilà. Et puis, il y a une option qui, elle, va évoluer dans son ampleur en fonction de l'évolution des taux d'intérêt, je vous l'accorde. Par nature, comme elle est une option, elle n'est pas indispensable. D'accord ? Elle existe. Est-ce qu'elle existera dans un an ? Je ne sais pas. Mais qui est simplement une option. Mais elle réapparaîtra. Pourquoi ? Parce qu'elle est structurelle, elle est méthodologique. Vous avez un expert, c'est comme la Vol, pour donner le prix d'aujourd'hui, son paradoxe, c'est qu'il doit regarder le passé pour documenter. C'est l'un des exemples où la documentation impose de regarder en arrière. Parce que, à un moment donné, vous voulez évaluer cet immeuble, celui-là, ça va être compliqué. Mais vous voulez évaluer n'importe quel immeuble, vous allez regarder ce qui s'est vendu dans les 12 derniers mois, à quel prix, et vous allez dire, c'est à peu près similaire. Alors après, en fonction du standing de votre expert, il va vous dire DCF, mais au bout du compte, c'est un loyer divisé par une rentabilité. D'accord ? Mais bon, en fonction de ce que l'on fait payer, il faut faire plus ou moins un nombre de pages. Bon. Mais c'est quand même ça, c'est-à-dire l'idée que la rentabilité est issue d'une comparaison. Comme une DCF, un taux d'actualisation, va être issu d'une comparaison passée. D'accord ? Donc, par nature, il est en retard. Déjà. S'agissant d'une activité de service, il est également en retard par précaution vis-à-vis de lui-même. D'accord ? Il s'autoprotège. D'accord ? Donc, 2 raisons d'expliquer pourquoi, entre les prix d'expertise des foncières, donc vous savez, j'aurais peut-être dû commencer par ça, les foncières sont expertisées en fonction de leur taille, une fois sur, voire 2 fois en fonction de leur standing en termes de patrimoine, d'accord ? De taille de patrimoine, par an. D'accord ? Donc, il y a un expert qui passe, il dit le prix. Ce prix du patrimoine, moins la dette, ça fait l'ANR, qui est un des repères de valorisation. Aujourd'hui, on cote même en dessous de l'ANR. Mais une fois qu'on a dit on cote en dessous de l'ANR, il faut savoir, l'ANR, c'est quoi ? Aujourd'hui, on dit qu'on cote en dessous de l'ANR, mais on dit qu'on a une double décote. Une décote boursière, qui est l'observation que les cours sont inférieurs en moyenne à l'ANR, et une décote d'experts, qui est le fait que les experts sont en retard par rapport au prix. C'est-à-dire qu'un expert, ici, quand vous achetez le portefeuille dans son ensemble Immobilier 21, vous achetez à 5,1%, alors que le marché est plutôt à 3-4%. Voilà. Voilà l'idée. Et donc ça, on dit c'est une option. Parce que bien évidemment, c'est une protection pour les plus pessimistes. D'accord ? Voilà. Ça, c'est important de voir. Voilà, j'en ai terminé. Oui, des très bonnes publications. Pourquoi, juste dire, pourquoi elles sont très bonnes ? Je termine avec ça. Elles sont très bonnes parce que, comme je vous l'ai dit, normalement, on a vocation à faire à peu près 4%. Là, on fait 7%. Voilà. Croissance des cash flows. Croissance du patrimoine, taux d'occupation, voilà. Sur le portefeuille, très rapidement, qu'est-ce qu'on a fait comme mouvement ? On aime toujours, avec Pierre, le résidentiel allemand. Pourquoi on aime le résidentiel allemand ? C'est les échoppes il y a 20 ans. Je ne peux pas m'empêcher, quand je fais de réunion ici, de parler des échoppes. Je suis nostalgique des échoppes. Je vous demande d'être attentif au développement de cette ville, ce qui m'attriste, mais j'en dirai pas plus. Parce que je pense que franchement, ce que l'on fait aujourd'hui n'est pas à la hauteur du passé de Bordeaux. Bon. Mais les échoppes, c'était fabuleux. Vous vous rappelez, il y a 20 ans, le prix était inférieur au coût de construction. C'est pas vrai maintenant. D'accord ? Bon. Le résidentiel allemand, c'est la même chose. Aujourd'hui, vous pouvez acheter des mètres carrés de logements qu'on qualifierait en France d'intermédiaires. D'accord ? C'est pas le loft. D'accord ? Et ce n'est pas non plus la tour de 50 niveaux, c'est intermédiaire. Ok ? Bon. Et à des prix inférieurs au coût de construction. Donc si vous avez de la dynamique économique, on l'a bien vu, on le comprend, ça à Bordeaux, on a eu de la dynamique économique, on avait des échoppes inférieures au coût de construction, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est passé que d'abord les loyers ont monté, et puis à un moment donné les prix ont monté. Bon, et une échoppe il y a 20 ans aujourd'hui, vous avez fait x5. D'accord ? Aujourd'hui, en Allemagne,
on est sur des prix inférieurs encore au coût de construction. Donc on est dans la phase du cycle très agréable. D'accord ? Beaucoup plus qu'à Bordeaux. Bordeaux, on peut s'interroger, est-ce que ça vaut ce prix-là ? En Allemagne, c'est ça. D'où l'intérêt de résidentiel allemand. Donc c'est pour ça que le commerce, on est essentiellement sur... Voilà, choix sélectif sur le commerce, ça veut dire essentiellement grands centres commerciaux, logements, bureaux, on a une partie, mais il y a aussi, bien évidemment, il y a nos opinions sur les différents marchés, et puis il y a aussi la valorisation. Donc on a estimé qu'il y a certains titres qui ont profité. Voilà. Le résumé, comme il y a sur les autres fonds.